Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Un de nos chroniqueurs qui est ici depuis le début sera avec nous aujourd'hui pour nous parler de sa passion primaire, soit l'astronomie. En effet, François Simard est un astronome amateur qui va nous parler non seulement de sa passion, mais qui va nous expliquer un petit peu également les différents équipements nécessaires pour pratiquer cette magnifique passion. Pas le soir assis devant son feu de foyer à l'extérieur, regarder les étoiles, se demander qu'est-ce qu'il y avait au-delà, de quoi il était composé ces étoiles-là. Donc c'est un peu le hobby des astronomes amateurs. Puis aujourd'hui on reçoit François qui est là pour nous parler un peu de sa passion pour l'astronomie en amateur. Donc bonjour François. Bonjour. Je voudrais savoir, toi tu es astronome amateur depuis combien de temps? Oh, bonne question. C'est quand même un loisir que je pourrais considérer là, d'assez récent. Là, si je considère que certains des astronomes avec qui je m'adonne à cette passion-là présentement, il y en a qui observent depuis des fois 35 ans et plus. Là. Fait que moi, je suis pas dans ces ligues-là. Là. On pourrait dire là, c'est comme peut-être 5-6 ans, là, quelque chose de même. OK, donc c'est à peu près 5-6 ans, tu fais partie d'un club, je comprends bien. Ben, en fait, je l'ai cofondé. Hein, on était, dans le fond, quand j'ai commencé à faire une histoire courte, là, quand j'ai commencé l'astronomie, rapidement, ce que j'ai proposé à ma fille, c'est avec ma fille, j'ai commencé ça, c'est parti d'elle. Elle avait fait une recherche à l'école, puis elle tombait un peu en amour avec ça, les planètes, les étoiles. Puis moi, j'avais toujours eu cet intérêt-là en moi. Fait que je lui ai proposé d'acheter une petite lunette astronomique et je pensais que ça allait être très difficile. À mon grand étonnement, on a réussi déjà à avoir un peu des choses, mais là, je dis ça serait le fun d'aller plus loin, donc il faudrait s'abonner à un club. Puis on s'est abonné à un club et la direction du club ne nous convenait pas, puis il n'y avait pas de club dans le coin qui allait nous amener là où on désirait aller, c'est-à-dire qui allait nous partir comme novices puis qui allait nous aider à aller plus loin là-dedans, là, mais vraiment là, nous apprendre les bases comme il faut. Fait qu'on a décidé qu'on allait fonder un club finalement, là. Fait que j'ai trouvé 2 autres personnes qui avaient le goût de se lancer dans l'aventure, puis on a fondé un club. Fait que là, présentement, je continue à développer le club là, que j'ai cofondé.
Donc, en fin de compte, au début, tu as cherché un club pour te former, pour te montrer comment ça fonctionne. Puis au bout de la ligne, tu es devenu autodidacte. Tu es parti sur ta lancée. Ben, c'est ça. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens du club dans lequel je suis allé, c'était des gens qui étaient déjà très, très avancés, puis qui étaient déjà très, très équipés. Là. Pour donner une idée, là, plusieurs, là j'ai de la misère à me souvenir combien exactement, mais plusieurs des membres avaient leur propre observatoire dans leur cours. Là. C'est qu'avec des instruments de qualité, tout ça, ils faisaient de la photo astronomique, puis ils discutaient beaucoup de photo astronomique, qui est à la base quelque chose qui est déjà assez poussé, qui demande des connaissances précises. On peut pas se lancer dans l'astronomie et penser faire de la photo astronomique de qualité tout de suite en partant. Ça demande de l'équipement, ça demande un savoir-faire. Donc, les gens dans le club étaient déjà assez poussés. Fait que c'est pour ça que moi, je trouvais que mon besoin était pas répondu. C'est pas que les gens, ils voulaient pas m'aider là-dedans, mais c'est qu'ils étaient déjà tellement très loin que l'écart était comme un peu trop grand. Fait que c'est comme ça que le besoin est arrivé de dire, ben nous, on va créer un club pour des novices, là, ben, qui va prendre les gens, on va accueillir aussi les expérimentés, c'est essentiel, mais on va accorder une importance là, particulière aux gens qui commencent. Et depuis ce temps-là, ben là, ça fait maintenant, on a commencé nos activités là, officiellement en janvier 2015. C'est qu'on a un petit peu plus que 2 ans, puis on continue comme ça à aider les gens qui veulent commencer l'astronomie, à faire leur premier pas. Fait qu'on a des gens qui arrivent, mais on a aussi des astronomes amateurs expérimentés dans notre club qui vont venir les épauler et les aider. Là. Ben, justement, mettons que je suis un astronome amateur, un astronome amateur en devenir, et je sais pas encore si je vais aimer ça, quoi que ce soit. Donc, quand j'arrive dans votre club, et tu es là pour m'instruire là-dessus, qu'est-ce que ça me prend de base pour partir être un astronome amateur, pour commencer, pour voir est-ce que j'aime ça? Ben, c'est pas plus compliqué que ça prend 2 yeux. Ah, bon, ok, ça, je suis pas pire. Je suis déjà équipé, ça coûte pas trop cher. Oui, c'est aussi bête que ça, parce que et dans le fond, c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé, l'astronomie amateur, finalement. C'est que les gens ont levé les yeux au ciel, un peu comme dans ton introduction, quand tu dis qu'autour du feu de camp, on regarde les étoiles au-dessus de notre tête. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Les gens ont tout simplement regardé ce qui se passait au-dessus de leur tête. Et seulement avec les yeux, visuellement, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut observer. Oui, il y a les étoiles, mais il y a qui forment des constellations, fait qu'on peut apprendre notre ciel comme ça, en voyant les constellations, mais on peut voir différents phénomènes célestes. On pense aux aurores boréales, qui offrent un spectacle vraiment éblouissant pour ceux qui ont eu la chance d'en voir. On peut voir la station spatiale passer, fait que c'est amusant, c'est un point lumineux, hein, très lumineux, c'est un des objets les plus lumineux qu'on peut voir dans le ciel, mais c'est tout petit, puis ça passe assez rapidement dans le ciel. On peut voir des étoiles filantes, hein, on pense aux fameuses Perséides en haut, que les gens connaissent assez bien, là, la pluie d'étoiles filantes, fait que ça aussi, c'est très spectaculaire. On peut penser aussi à voir, mais ça, il faut être chanceux, là, ils appellent ça des bolides, c'est comme des cailloux qui rentrent dans l'atmosphère, puis là, ils laissent une traînée, ça devient très, très, très lumineux. Tous ces phénomènes-là que je suis en train d'énumérer, c'est des phénomènes qu'on observe avec les yeux, là. Je veux dire, on peut pas penser à prendre un télescope ou des jumelles ou une lunette astronomique pour observer ça, là. C'est des spectacles qui se savourent avec les yeux, là. OK, tu me parlais de bolide. Justement, tu as essayé de démystifier quelque chose pour bien placer le monde. On parle d'astéroïdes, de météorites. Là, tu me parles de bolides. Y a-t-il une différence entre ces différents objets célestes-là? Oui, en fait, il y a toute une catégorie, là, si on veut, d'objets là, célestes. Là. Tu sais, on pense, par exemple, tu sais, les comètes. Les gens ont souvent l'impression que les comètes, ça se déplace dans le ciel. Tu sais, quand on voit les images de comètes, on voit les comètes, les comètes extraordinaires avec leur queue là, qui s'étire derrière. Là, c'est vraiment là
C'est un spectacle magnifique, là, puis j'ai eu la chance d'en voir une là, extraordinaire. Là, si ma mémoire est bonne, c'était Alba. C'est vraiment là, visuellement, là, puis ça aussi, ça se savoure très bien avec les yeux. Là. Moi, j'avais pas rien quand je l'ai vu cette fois-là. Et les comètes se déplacent pas dans le ciel. C'est pas comme une étoile filante, là. Dans le fond, leur déplacement, il est tellement... oui, ils se déplacent très vite, mais ils sont très loin comparativement à des étoiles filantes qui sont très proches, qui rentrent dans l'atmosphère. Hein, fait que donc, ils sont collés sur nous. Tandis qu'une comète, c'est très, très, très loin. Fait que son déplacement apparent est quasiment nul. Fait que dans le ciel, c'est un objet qui est plutôt fixe. Fait que de la même façon, d'autres objets qui se déplacent, comme ça, on va penser, par exemple, aux météores. Bien, le nom qu'on donne aux météores, c'est ceux qui vont rentrer dans l'atmosphère. Puis quand ils vont s'écraser, ce qu'on va recueillir, c'est un météorite. Fait que il y a une nomenclature comme ça qui va catégoriser les objets. Mais en gros, nous, ce que les gens ont à savoir quand ils commencent l'astronomie, c'est que les petits les étoiles filantes qu'on voit, c'est seulement des grains de poussière. C'est surtout ça qu'on va avoir la chance de voir plus couramment, parce qu'il y a des moments dans l'année où il y a des pluies d'étoiles filantes, où la Terre va passer dans des débris laissés par des comètes, dont je parlais tout à l'heure. Là. Mais ces comètes-là qui tournent autour de la Terre laissent des débris dans l'espace, et la Terre rentre dans le champ de débris, et tous ces petits morceaux-là, c'est gros comme des grains de poussière, mais en rentrant dans l'atmosphère, ça va produire un phénomène lumineux. C'est ce qu'on va appeler les étoiles filantes. Fait que, et c'est beaucoup ces étoiles-là que les gens vont avoir la chance d'observer, là, comme là, bientôt, là, on va arriver à mi-août, là, et on aura nos fameuses Perséides. OK, donc ça, ces Perséides-là, ou encore des étoiles filantes, comme tu dis, c'est rien que de la poussière. En fin de compte, c'est minuscule, mais c'est juste que ça fait un effet extraordinaire quand ça part dans l'atmosphère. Oui, c'est ça. C'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que ce grain-là de poussière va entrer tellement vite qu'il va se produire un phénomène où l'atmosphère va commencer à émettre de la lumière. Là. Compte tenu qu'à la vitesse où ça rentre, ces petits grains-là de poussière, c'est là qu'il va y avoir une petite traînée lumineuse qui va vraiment être... c'est tellement éphémère, là. C'est comme quelqu'un dit « Ah, il y en a une! » Puis c'est déjà fini. Fait que ça se passe assez rapidement. Tandis que quand on pense tout à l'heure, comme je disais, à un bolide, là, un bolide, c'est plus... c'est un peu plus gros. Fait que qu'est-ce qui va arriver, c'est que on va avoir, ça va durer plus longtemps parce que ça va se consumer aussi, puis des fois ça va se fragmenter. On pourrait penser à, je sais pas s'il y en a qui peuvent avoir vu, ou je sais pas si toi-même tu peux avoir vu là, le météore qui est rentré là, j'oublie le nom là, en Russie, là, ouais. Oui, celui qu'on voyait dans une automobile, puis on voyait comme quelque chose qui explosait comme quasiment à haute altitude, là. Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, puis si je me souviens bien, celui-là, il s'était fragmenté. Ben, du moins, moi, je me rappelle, les deux derniers que j'ai eu la chance de voir, ils se sont fragmentés. Fait que on voyait même les fragments lumineux. Fait que c'est vraiment plus court, ça peut se fragmenter, tandis que les petits grains de poussière, ça fait juste une traînée. Tandis que les autres, ça dure plus longtemps, ça émet une lumière très, très intense, puis en plus, ben, ça peut aussi se fragmenter, là. Donc ça, c'est tous des phénomènes observables avec nos yeux. Si on veut aller un brin plus loin, qu'est-ce que j'aurais besoin de m'équiper? Qu'est-ce que ça me donnerait comme possibilité? Bon, là ensuite, les phénomènes que je disais là avec nos yeux, ça décroche jamais. Hein. Un astronome amateur va toujours apprécier le ciel à l'œil nu parce que, comme je disais, il y a des phénomènes qui se savourent seulement avec les yeux. Et c'est déjà la base. Hein. Donc, c'est à la portée de tous. Et l'étape suivante, logiquement, ça sera encore quelque chose qui est très à la portée de tous. C'est tout simplement de prendre une paire de jumelles, une bonne vieille paire de jumelles qu'on a à peu près tout le monde à la maison, puis les pointer au ciel. Les gens seraient étonnés, dans le fond, de voir tout ce qui est possible de trouver dans le ciel. On voit beaucoup plus d'étoiles en pointant tout simplement nos jumelles au ciel que quand on observe à l'œil nu, là. Déjà, les jumelles vont concentrer la lumière, fait qu'ils vont nous permettre de voir des étoiles plus pâles que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Fait que, et déjà, là, ça va être possible d'aller chercher plus de détails, plus d'étoiles. Ah, OK.
Je savais que si on faisait de l'observation en campagne, on allait voir plus d'étoiles qu'en ville à cause du phénomène qu'on appelle la pollution lumineuse, qui est engendrée par la lumière ambiante et permanente des villes. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'on peut voir un phénomène semblable, soit un ciel beaucoup plus étoilé, si on observe avec des outils tels les jumelles. Oui, ben c'est ça, c'est que et là, le phénomène de pollution lumineuse est intéressant ici. Dans le fond, nous, les astronomes amateurs, nous autres, on cherche les ciels noirs et oui, il y en a de moins en moins. Là, faut s'exporter, faut aller faire une petite balade, un petit voyage là, S'exiler en campagne. S'exiler, ouais, de 2 ou 3 heures de voiture pour enfin trouver un beau ciel noir. Comme on dit, nous autres, un beau ciel noir, ça vaut de la puissance de télescope, là, dans le fond, parce que avec un ciel noir, déjà en partant juste à l'œil nu, on voit des choses qui, dans une région comme la mienne, moi, on pourrait dire peut-être semi-urbaine, là, il y a des choses que je peux pas voir à l'œil nu, mais si je vais, par exemple, à Mégantic, qui ont déjà un ciel plus noir, il y a des choses que je peux voir à l'œil nu qu'ici, ça va me prendre des jumelles pour voir. Fait que, oui, la prochaine étape, c'est les jumelles vont nous permettre de voir, dans le fond, des objets plus pâles. Et en astronomie, ce qu'on cherche à faire avec nos autres appareils, c'est justement de concentrer la lumière pour voir des objets plus pâles. Et ça, c'est souvent quelque chose qui étonne les gens parce que les commerçants jouent là-dessus. Ce qu'ils nous vendent, quand ils veulent nous vendre des instruments pour observer le ciel, ils nous vendent du grossissement. Ouais, vous allez le voir plus proche. Ah oui, vous allez le voir 350 fois, 600 fois, grossi 600 fois. C'est pas ce qui nous intéresse plus que ça, le grossissement. Oui, des fois, on aime grossir un peu, mais les objets, des fois, ils sont souvent gros dans le ciel, mais ils sont très pâles. Par exemple, si on pense à la galaxie d'Andromède, qui est une super belle galaxie, si les gens tapent sur Google galaxie d'Andromède, ils vont voir une belle image de la galaxie d'Andromède qui est vraiment spectaculaire. Là. C'est notre voisine. Hein? Évidemment, une galaxie, c'est très, très loin, mais ça reste que c'est notre galaxie voisine. Puis, on peut la voir à l'œil nu dans des ciels très noirs. On voit juste le cœur de la galaxie. Là. On voit une petite tache dans le ciel là, où elle est. Et cet objet-là est très large. Je crois que c'était, si ma mémoire est bonne, c'est 6 pleines lunes. Fait que cette galaxie-là, là, on pourrait mettre bout à bout 6 pleines lunes et c'est la dimension que cet objet-là a dans le ciel. Fait qu'on n'a pas besoin de grossir. L'objet est déjà très gros dans le ciel, mais il est tellement pâle qu'on le voit pas. Fait que ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est dans le fond de nos instruments visent avant tout à concentrer la lumière pour faire apparaître des objets qui sont plus pâles. Parce que compte tenu que les autres sont très, très loin, la lumière qui arrive ici est très, très faible. Fait que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à augmenter cette luminosité-là. Puis la force d'un instrument, ce qui nous intéresse, c'est que sa capacité de ramasser de la lumière. Cette capacité-là, ben, ça va être dans la dimension, dans le diamètre du télescope. Fait que nous, ce qu'on cherche d'un télescope, c'est pas tant sa capacité à grossir, c'est son diamètre. Fait que nous, ce qu'on parle, on dit, je me suis acheté un 10 pouces. Fait que là, la personne ramasse 10 pouces de lumière, là. Fait qu'il y a beaucoup plus de lumière qui rentre dans son appareil que moi, par exemple, qu'un 8 pouces. Au club, nous autres, on s'est acheté un 14 pouces. Je suis allé à l'Observatoire de Trois-Rivières hier et eux autres, ils ont un 16 pouces. Mais c'est ça, nous, ce qu'on cherche, c'est d'aller chercher le plus de lumière possible. Et c'est pour ça qu'on entend parler des télescopes qui sont en train de construire. C'est plusieurs mètres de miroir, puis c'est de plus en plus disproportionné, parce que ce qu'on cherche à faire à chaque fois, c'est d'accumuler de la lumière. Ah, c'est vraiment intéressant. Ben, effectivement, c'est arrêter le premier réflexe de quelqu'un qui rentre là-dedans. Je vais avoir quelque chose, c'est pareil, une caméra. Je vais avoir une caméra x50, le zoom. Mais en fin de compte, c'est vraiment pas ça qui est important en astronomie. Comme tu dis, c'est plus le diamètre de ton télescope. Ah oui,
Le grossissement, même, moi, j'aime ça observer à faible grossissement. Parce que il faut voir que que l'image que tu regardes, c'est la même quantité de lumière qui rentre dans ton appareil. Fait que si tu grossis, tu sais, si je veux donner une image là, vraiment, là, ce qui est le plus basique, là, pense à une toast, là, puis ça, c'est ton image, là, une rôtie, là, une bonne tranche de pain rôti, là. OK. Imagine que la lumière que tu mets sur ton image, c'est ta confiture. Ben, la lumière qui rentre dans ton télescope, c'est tout le temps la même dose de confiture. Fait que si tu cherches à la grossir, fait que à faire occuper le plus de surface possible, ben ta confiture, tu vas l'étendre le plus possible, puis il n'y en aura pas épais. Mais si tu travailles pas avec en cherchant à grossir, dans le fond, ton objet, ben si la confiture elle va être concentrée, dans ce coin-là, ben il va y avoir une couche plus importante de confiture. Là. Fait que si tu découpais ta rôtie, t'aurais une rôtie qui goûterait un petit peu plus ta confiture de fraise ou peu importe. Là. Fait que c'est un peu ça qu'on cherche à faire. Là. C'est que si tu essayes de grossir, mais sur ton image, c'est la même quantité de lumière qui va être répandue sur l'ensemble de ton image, ce qui va faire que ton image va être plus pâle. Parce que, dans le fond, ta luminosité va être étendue comme ta confiture sur ta toast. Tandis que si tu grossis pas, ben ta confiture, elle va être toute encore concentrée. Fait que tu vas avoir plus de luminosité, tu vas avoir des images beaucoup plus brillantes. Fait que, par exemple, quand tu observes des planètes, je pense à là, quelques nuits, là, lundi passé, on regardait Jupiter, puis on a essayé de grossir un peu, mais en grossissant à un moment donné, on a perdu de l'éclat, là. Fait que là, Jupiter devenait plus pâle, c'était plus moche à regarder. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit le grossissement. Fait que les détails étaient plus petits, mais ils étaient plus facilement distinguables à cause de ça. Fait que la grande tache rouge, ça donnait un tout petit point rouge, mais on la voyait très bien, là. Fait que souvent, on cherchera pas, justement, à grossir pour ces raisons-là, là, parce qu'on garde la luminosité. Pendant qu'on parle des planètes, quelles planètes on peut observer? Premièrement, mettons, à l'œil, il y avait quelque chose de vraiment rudimentaire, mettons les lunettes, etc. Ben, c'est sûr, les planètes intéressantes, là, il n'y en a pas beaucoup là, à observer. Là. Dans le fond, là, on pense là, déjà Mercure. Mercure a une orbite très près du Soleil. Hein, c'est la première planète en partant du Soleil. Là. Donc, Mercure est toujours proche du Soleil. Fait que Mercure, on a pas beaucoup l'occasion de la voir, hein, parce que, mettons, passer au soleil qui est à midi dans le ciel, là, ben, dites-vous, Mercure est à quelque part autour de ça, fait que vous pourrez pas le voir, tu sais, fait que Mercure, on arrive à le voir parfois au lever ou au coucher du soleil, parce que vu qu'il est très proche du soleil, mais là, quand sur son orbite, il s'en écarte un peu, fait qu'avant que le soleil arrive dans le ciel, on arrive à voir un petit point et c'est Mercure. Fait que ça, Mercure, on peut le voir à l'œil nu. On voit un petit point, on peut le voir avec des jumelles, une lunette astronomique ou un télescope, mais c'est pas un objet qui va nous apporter là, beaucoup plus là, à observer là, avec différents instruments. Là. C'est somme toute un petit point à observer. En tout cas, personnellement, c'est pas mon grand plaisir d'observer Mercure. La seule fois que j'ai eu vraiment de l'émerveillement à observer Mercure, c'est que et ça fait pas longtemps, c'est l'an passé, là, à moins ma mémoire est bonne, là, moi je crois que c'était l'an passé, c'est Mercure a passé devant le Soleil. Fait que là, c'était amusant de voir le petit point qui se déplaçait sur le disque solaire, là. Ça, c'était assez fascinant. Mais sinon, après ça, il y a Vénus. Vénus, les gens l'ont souvent vu, elle est très brillante dans le ciel. Alors, on l'a souvent confondu avec une étoile. Puis en passant, ça me permet de dire à tout le monde que une bonne façon de savoir si c'est une étoile ou une planète, c'est une étoile, ça scintille, parfois, là, ça dépend de la turbulence de l'atmosphère, là, mais une planète, ça scintillera pas. Fait que quand vous voyez que ça scintille pas, puis il y a des étoiles qui scintillent à côté, vous êtes probablement en train de regarder une planète. Scintille, tu veux dire que la lumière varie, qu'elle oscille? Oui, c'est dans le fond, là, c'est ça, on voit un effet de scintillement où l'intensité va varier. C'est dû à des turbulences dans l'atmosphère. Et la raison, rapidement, c'est que
une étoile, c'est comme un point, hein. C'est loin, loin, loin. C'est tout petit, là. C'est vraiment comme si c'était un point. Tandis que une planète, ça reste que c'est pas un point, c'est un petit disque. Il est tout petit, mais c'est un disque. C'est beaucoup plus proche, c'est par rapport aux étoiles là, qui sont extrêmement loin. Les étoiles, les planètes sont collées sur nous. Fait que là, la lumière qui nous arrive de là, ça vient pas d'un point, ça vient d'un disque. Fait que les rayons de lumière, c'est ça. Il y en a qui vont subir l'effet de la turbulence dans l'atmosphère, mais comme c'est un disque, ben ça vient stabiliser cet effet-là. Là. Donc, on la voit pas scintiller, au contraire des étoiles. Fait que c'est une façon, dans le fond, de voir quand on n'est pas sûr si c'est une étoile ou une planète, ben si ça scintille pas, c'est probablement une planète. Là. Souvent, on va confondre les deux. Et Vénus, dans le fond, on va souvent l'appeler, ben il y en a qui l'appelaient, j'ai déjà entendu ça, l'étoile du berger, l'étoile du matin. C'est une étoile qu'on voit, ben une étoile, c'est une planète, c'est un point brillant qu'on va voir rapidement dans le ciel quand le soleil va commencer à se coucher, parce qu'elle est très, très lumineuse. C'est dans le fond, c'est notre voisine. Fait que c'est notre planète voisine. Fait qu'on la voit, on la voit très bien. Elle a beaucoup d'éclat, beaucoup de luminosité. Et ce qui est intéressant, c'est quand on utilise des instruments d'astronomes amateurs, mais là, on peut voir les phases de Vénus qui sont un peu comme les phases de la Lune. Là. Fait qu'on peut voir une demi-Vénus à un moment donné, un croissant de Vénus. Mais quand on regarde à l'œil nu, on voit toujours juste un point lumineux. Mais avec des instruments, on peut voir ces détails-là. Fait que Vénus, ça devient un objet intéressant à regarder. Donc, en fin de compte, votre club d'astronomie, c'est le club du bois de la belle rivière de Mirabel. Oui, c'est ça. C'est le parc où est-ce qu'on est, là. Ça s'appelle le bois de Belle-Rivière et c'est situé à Mirabel, d'où le nom. D'où le nom. Donc, tu m'as dit tantôt, là, on en parlait hors honte, que ça avait commencé un peu étrangement, le club comme tel. Pas de manière habituelle. C'est ça. C'est vraiment pas habituel. Dans le fond, c'est que ce qu'on pourrait s'attendre d'un club d'astronomie, c'est que on commence avec quelques membres, on se rencontre, tout ça, et là, il y a des gens qui se rajoutent. Le club grossit et tranquillement, pas vite, mais on commence à avoir des projets, dont un gros projet de faire un observatoire avec un gros télescope, tout ça, tu sais, bref, trouver de l'argent pour réussir à faire un projet là, d'envergure. Et ben ça prend, faut avoir, je dirais, les reins solides à quelque part. Là. Les gros projets, ça demande beaucoup d'investissement de temps là, de la part des bénévoles. Fait que ça prend un noyau de bénévoles là, qui est là, qui va venir, qui va donner du temps. Puis habituellement, ça prend un club qui est rodé, là, qui a roulé sa bosse pour réussir à faire des projets de ce genre-là. Et nous, le club, ben, finalement, ce qui est arrivé, c'est un peu étrange, c'est que quand on a pensé à fonder le club, ben, on se disait comme ça serait le fun d'avoir un club, puis on pourrait avoir éventuellement un observatoire. Et quand on a approché le directeur du parc du bois de Belle-Rivière où on est, lui, sur le coup, quand on a parlé du club, il était ouvert, mais bon, c'est pas quelque chose qui a semblé comme particulièrement le captiver. Mais quand on a parlé du projet d'observatoire, ça semblait vraiment l'intéresser. Fait que il dit il dit les gars, quand est-ce qu'on fait ça? Ben là, on a dit je sais pas, dans 3, 4, peut-être 5 ans, là, quelque chose de même, là, le temps de se faire un club, puis tu sais, de se roder, puis tout ça, parce que nous autres, on était juste 3 là, au départ. Au moment où on fondait le club, on était 3. Fait que là, écoute, une histoire de projet d'observatoire, là, nous autres, on part de rien, là. On n'a pas de sous, on n'a pas rien, tu sais. Non, mais on s'entend, il n'y a pas personne qui avait construit un observatoire dans vous autres avant, là. Non, on part de rien, là. C'est vraiment, là. Fait que, tu sais, pour nous autres, pour que ça soit réaliste, c'était, nous autres, l'horizon, nous autres, plus réaliste, c'était comme genre 5 ans, là. Tu sais, bon, on a dit, 3, 4, 5, là, quelque chose de même, tu sais. Fait que, et là, lui, de nous dire, il dit, non, il dit, moi, c'est l'année prochaine que je veux ça, là. Fait que, là, nous autres, on a tous reculé sur notre chaise. On s'est regardé. Et là, ça a été comme, OK, bon, on va le faire. C'est beau. Fait que le club est né autour du projet de l'observatoire.
Fait que on a réussi là à trouver les ressources nécessaires avec évidemment le partenariat du parc du Bois de Rivière, là, évidemment, là, que ça a été des partenaires, là, des grands partenaires, là, nous ont supportés dans tout ça. Mais ça a été de trouver, il fallait comme avoir des plans, il fallait avoir un télescope, il fallait aussi l'assembler, l'observatoire, tout ça. Fait que il a fallu faire ça en même temps qu'on fondait notre club. Fait que c'est ça qui était un peu bizarre, tu sais. Au lieu d'avoir un club qui part petit, puis que là, en grossissant, là, il s'embarque dans des projets d'envergure, nous autres, on est partis avec un projet d'envergure, mais on n'avait pas de monde. Non, ça, t'avais personne pour t'aider pour prendre la pelle puis la pioche pour non, on était trois. On était trois. Fait que, puis c'est ça, là, on n'avait jamais fait ça, là. Fait qu'on partait vraiment de zéro, puis le projet, il est né, puis il a grandi en même temps que le club. Fait qu'il fallait, dans le fond, travailler sur les deux tableaux en même temps. Tu sais, même quand on travaillait à constituer le club, puis on n'avait jamais fondé de club, personne, là. Je veux dire, là, même moi, là, j'ai travaillé dans des organismes communautaires, là, dans ma carrière d'intervenant social, là. Je travaillais dans des organismes communautaires aussi, hein. Mais j'ai vu comment ça fonctionnait à l'interne, tout ça, une fois qu'il était là, mais comment on constitue ça, un organisme communautaire, tu sais, parce que nous autres, c'est ça notre constitution, là, comme club d'astronomie. Ben oui, c'est ça. Un organisme communautaire. Fait que comment on fait ça, comment ça marche, les règlements généraux d'un club, comment j'arrange ça. Fait qu'il fallait comme constituer le club en même temps qu'on s'attaquait à ce projet-là. Fait que disons que ça a été assez énergivore, ça a été toute une histoire, mais aujourd'hui, tu sais, on est tous fiers du résultat, puis on est content de le partager là avec tout le monde. Ben, j'avoue que j'ai suivi la construction de votre observatoire sur Facebook, là, avec toute la grue pour mettre la dôme, etc. C'est assez impressionnant parce qu'il est vraiment beau, là, au bout de la ligne. C'est pas très grand. Pour donner une idée au monde, c'est peut-être, ça doit être une douzaine de pieds de haut ou... Ouais, c'est ça. Au niveau de la hauteur, je me rappelle pas exactement, mais je suis au sol, là, c'est 14 pieds de diamètre, là. OK. Fait que, disons, en hauteur, il doit s'approcher de pas mal la même affaire. Ouais, peut-être un 14 pieds de haut, quelque chose de même. Parce qu'il est vraiment beau, là, ça vraiment... Puis là, tu me disais tantôt que, en fin de compte, là, vous êtes rendu à peu près combien? Vous êtes parti de 3 membres avec pas d'observatoire. Vous avez construit un observatoire qui vous a fait une méchante belle publicité. Puis là, vous êtes rendu à peu près combien de membres? Ouais, là, on est à 53 membres à la date d'aujourd'hui. C'est assez impressionnant quand même, là. Une bonne montée en 2 ans et demi, à peu près. Ouais, là, on est à 2 ans et demi d'existence. Puis l'autre grosse nouvelle, parce que là, dans des gros projets, on en bouffe de ce temps-ci. Alors, c'est ça, après, on vous êtes parti là-dessus, dit go, il faut continuer. Ah oui, il faut continuer. Fait que c'est le président du club, à un moment donné, il revient d'un congrès, tu sais, le congrès des astronomes amateurs du Québec. Puis il nous dit, là, on était en réunion, puis on avait invité le directeur du PAC, fait que à notre réunion. Puis là, lui, il avait apporté ses papiers de son congrès. Tu sais, c'était pas à l'ordre du jour, mais bon, il arrivait de là, il voulait échanger avec nous autres là-dessus. Fait que là, le président du club, il dit, « Ah, les gars, c'était assez le fun, ça. » Il dit, « Il faut faire ça ici. » Puis là, le directeur dit, « Ben oui, il faut faire ça ici. » Là, oh non, on repart après nous. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé notre candidature auprès de la Fédération des astronomes amateurs du Québec pour accueillir le congrès des astronomes amateurs pour 2018. Puis on a été sélectionnés. Donc, c'est nous autres qui, l'automne prochain, qui allons accueillir là, les astronomes amateurs de la province là, au Bois de Belle-Rivière, à Mirabel, là, pour notre grand congrès. Hein. Ça va être une activité qui dure combien de temps, ça? Ça va être sur 3 jours, fait que les gens arrivent le vendredi soir. Le samedi, c'est toute la journée, puis le dimanche, on termine vers midi. Puis ça, c'est-tu ouvert au public ou c'est juste pour les autres clubs amateurs? C'est à la base, c'est ouvert à ceux qui sont membres de la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Okay. Donc, tous les astronomes amateurs qui sont dans un club d'astronomie affilié
automatiquement, ils sont membres, puis ils vont recevoir l'invitation. Puis nous autres, vu qu'on va être dans un endroit public qui va être ouvert pendant notre événement, on va avoir un volet grand public. Là. Ah, OK. Fait que donc, le grand public va pouvoir venir au parc, mais seulement ils ne pourront pas participer aux rencontres là, pour les congressistes. Aux conférences ou etc. que vous allez vous faire. C'est ça. Fait qu'il va peut-être avoir une grande conférence qui pourrait être ouverte au public, là, mais ça encore, ça reste à préciser. Là, c'est des détails qu'on n'a pas encore pour le moment. Ça, c'est encore un bel événement qui va peut-être vous attirer d'autres membres. Ben, ça serait souhaitable. C'est fun parce que c'est sûr qu'un club comme ça vit avec l'énergie de ses membres. Hein. Fait que c'est sûr que plus on va chercher des membres, puis sur l'ensemble des membres, on peut pas penser à ce que tout le monde ait beaucoup d'énergie nécessairement à mettre dans le fonctionnement du club. Ou des fois, il y a des gens qui étaient un peu plus disponibles, puis là, ils nous aidaient à faire fonctionner le club. Puis là, pour X raisons, ils ont moins de temps. Fait que d'avoir une masse critique de gens, ben c'est sûr que c'est ça qui amène de la vitalité au club. Là. C'est ça qui nous permet d'organiser. Tu sais, nous autres, on dépend de l'énergie des membres. Tu sais. Fait que si on a une masse critique de gens, ben ça donne de la vitalité au club. Ça nous permet d'offrir des services là, intéressants et stimulants qui vont répondre aux besoins des membres. Vous attendez à peu près combien de personnes à ce congrès-là? Habituellement, il y en a combien de personnes? Ben, les congrès, de ce qu'on sait par le passé, c'est entre 170 personnes qui viennent par congrès. Là. Ah, OK. Bon, c'est quand même une bonne masse pour vous aider. Là. Oui, ben c'est ça. Puis nous autres, dans le fond, ce qu'on est bien content, c'est que en même temps, ben on va faire profiter de la place à tout le monde. Tu sais, puis comme on est nouveau, ben on va se faire connaître aussi de nos autres collègues. Ben c'est ça, ça fait votre réseau de contacts va s'améliorer puis grandir, puis ça va vous ouvrir d'autres portes. Oui, puis en astronomie amateur, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont, je dirais, là, d'une générosité là, quasiment là, sans limite. Là. Les gens, ils s'aident beaucoup. Là. C'est facile de trouver quelqu'un qui va nous accompagner, surtout quand on commence. Là, on a besoin d'avoir de l'accompagnement. Là. Il y a tout le temps quelqu'un, on se retourne de bord, puis il y a tout le temps quelqu'un nous donne un coup de main. Fait que quand on peut, puis même pour nous autres, pour un club, là, on se retourne vers d'autres clubs, puis ils vont être là pour nous suggérer des choses, nous parler de choses qu'ils ont faites, qui ont fonctionné ou moins bien fonctionné, nous donner des conseils, tout ça. Fait que c'est une belle petite famille, je dirais, là, quelque part. Là. C'est un petit monde, quand même, là, l'astronomie amateur, là, c'est pas un monde très, très vaste, là, des astronomes amateurs au Québec, mais c'est un monde qui se supporte bien, là, qui s'entraide beaucoup. C'est bien intéressant. Donc, en fin de compte, la dernière fois quand on se parlait, on avait parlé qu'on pouvait observer les étoiles avec ou les planètes ou les phénomènes célestes avec les yeux puis avec des jumelles. Mm-hmm. Si je veux justement aller un petit peu plus, j'ai gardé que mes jumelles, j'ai fait des observations, j'aimerais ça aller un petit peu plus loin, j'aimerais ça avancer un petit peu plus loin. Quel équipement qui peut s'offrir à moi? Oui, c'est ça. C'est quand une fois qu'on a observé avec nos yeux puis les jumelles, c'est sûr que si on veut aller chercher d'autres détails, on veut voir des objets plus pâles, hein, parce que si on se rappelle dans la dernière chronique, c'est ça que je parlais, hein, que les objets qu'on cherche à observer, c'est moins des... on cherche pas nécessairement à les grossir, mais vraiment à aller chercher de la lumière parce que ils sont très loin et ils sont très pâles. Hein. Fait que ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir des outils qui vont nous permettre de capter plus de lumière puis la concentrer pour qu'on puisse voir cette lumière-là. Fait qu'on va chercher des outils, des instruments qui vont avoir un diamètre là, d'ouverture là, assez grand pour ramasser toute cette lumière-là. Et le premier instrument qu'on prendrait après les jumelles, tu sais, les jumelles, ils ont quand même, si on regarde l'extrémité d'une jumelle, là, on voit qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre, là, les bouts là, vers lesquels on pointe le ciel, là, sont quand même assez gros, hein, ils ont quand même un calibre intéressant. Oui. Puis les jumelles astronomiques, on peut aller chercher même des lunettes spéciales, des jumelles spéciales pour l'astronomie là aussi, là, qui vont nous aider justement à aller chercher là, des détails dans le ciel. Mais là, on peut changer de catégorie d'instrument et on peut aller vers une lunette. Bon, c'est souvent ce que les gens appellent la lunette astronomique, c'est souvent ce que les gens vont confondre, ils vont dire c'est un télescope.
Mais en fait, c'est pas vraiment un télescope. La différence principale, c'est que la lunette fonctionne sur le même principe qu'une jumelle, c'est des lentilles. La lumière va passer à travers des lentilles pour se rendre à notre œil. Fait qu'elle va vraiment être en ligne droite. Là. Fait que là, l'image d'une lunette, là, pensez à c'est comme un pirate qui regarde avec sa petite lunette d'approche. Oui, c'est ça, ce qu'il y avait pliable dans sa poche. Là. Exactement. C'est le même principe que ça. Fait que la lumière voyage en ligne droite, là, dans le fond. Là. Elle rentre d'une extrémité, puis elle sort à l'autre jusqu'à notre œil. Et en passant dans le tube, elle va traverser des lentilles, et c'est ces lentilles-là qui vont concentrer la lumière, puis qui vont nous permettre de voir les objets qui sont plus pâles. Fait que ça, des lunettes, ce qui est intéressant, c'est que c'est très abordable. On peut trouver des lunettes, c'est sûr qu'il y a des lunettes là, vraiment de haute qualité là, pour lesquelles il faut mettre le prix. Là. Mais quand on commence, on peut trouver des très bonnes lunettes à, je sais pas, quelque chose comme ça, 150-200 $. Fait que pour quelqu'un qui commence dans l'astronomie, d'ailleurs, nous autres, on a commencé, je dis nous autres, c'est ma fille et moi, là, quand on a commencé à faire de l'astronomie, on avait commencé avec ça. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde de l'astronomie. C'est avec une lunette que j'avais payé 150 $. Fait que, et ça, déjà, en partant, puis la lunette, maintenant, je la laisse là, dans l'observatoire là, au Bois de Belle-Rivière, puis je la sors quand les gens viennent, puis on observe aussi avec les lunettes. Comme j'ai expliqué dans l'autre chronique, il y a certains objets qui sont plus intéressants à observer avec soit nos yeux, soit les jumelles, soit lunettes, plutôt que des gros télescopes. T'es pas obligé de tomber tout de suite sur le gros équipement pour dire « Ah, ça, je vais avoir bien mieux », mais en fait, quand il y a certains objets célestes qui, l'entre-deux est plus intéressant. Ah oui, puis même si tu as accès au gros télescope, je veux dire, moi, à la dernière soirée d'observation qu'on a faite là, à l'observatoire, j'ai observé quasiment autant à l'extérieur de l'observatoire avec le petit télescope qu'on a à l'extérieur et la lunette que en dedans avec le gros télescope, parce que dépendamment de ce que tu observes, ça peut être plus intéressant d'aller vers moins de grossissement. Par exemple, si on regarde la Lune, la Lune, là, dans le gros télescope de 14 pouces qu'on a, je veux dire, on voit des morceaux de Lune. C'est le fun pour voir des détails. Mais seulement que si tu veux avoir une image d'ensemble, ça va être bien plus fun de regarder ça dans, par exemple, notre lunette qui est installée à l'extérieur. Tu vas avoir la Lune dans le même champ de vision, tu vas avoir toute la Lune plutôt que simplement une partie de la Lune. Fait que dépendamment des observations que tu veux faire, ou si je pense à quelque chose qui est le fun à observer ce temps-ci, en milieu de soirée, là, plus vers, là, je pense plus vers 10 heures, il y a un petit amas d'étoiles, hein, c'est un petit groupe d'étoiles dans le ciel qui s'appelle les Pléiades. Puis ce qui est amusant, les Pléiades, c'est que tout le monde a déjà vu les Pléiades sur une voiture. C'est le logo de la compagnie Subaru. Oh! Fait que le petit groupe d'étoiles, là, les Pléiades, là, c'est exactement d'ailleurs le nom en japonais de ce groupe d'étoiles-là, c'est Subaru. Fait que, et ce petit groupe-là d'étoiles qu'on peut voir dans le ciel, il prend il est déjà gros, on le voit à l'œil nu. On peut distinguer les principales étoiles de cet amas-là à l'œil nu. Fait que c'est déjà assez gros et assez visible. Fait que ça sert à rien d'avoir un super gros télescope. On perd le feeling de l'amas. C'est tellement, on grossit tellement que là, les étoiles sont un peu dans le champ de vision, un peu ici là. Tandis que quand on regarde dans une petite lunette, par exemple, on va voir encore les étoiles près les unes les autres. Fait qu'on va avoir plus le coup d'œil de l'amas. Fait que c'est plus agréable, c'est plus beau visuellement à observer comme ça, les étoiles près les unes les autres, que aller dans beaucoup de grossissement puis de voir les étoiles plus étendues dans notre champ de vision. Là. C'est comme regarder, mettons, un tableau, puis le regarder après ça avec une loupe à côté, on s'entend ce qu'on voit sur la loupe est bien moins intéressant que le tableau dans son entier. Ah oui, la comparaison est très bonne, puis c'est pour ça que même si on a accès à des gros télescopes, il reste que aller observer avec des jumelles, des lunettes, et même avec nos yeux, on perd jamais ça, là. Je veux dire, chaque outil d'observation apporte des aspects intéressants et moins intéressants.
c'est pour ça qu'il n'existe pas un outil parfait. Chacun apporte quelque chose, puis selon ce qu'on veut faire, ben on change d'outil. Plusieurs des astronomes amateurs que je connais ont plusieurs outils d'observation. Tu sais, moi-même, au départ, tu sais, j'ai évidemment mes jumelles, mais j'ai une lunette puis j'ai un télescope. Fait que moi, j'en ai 3, puis j'en connais plusieurs qui en ont plus que ça. Là. Une lunette, ça marche avec le principe des lentilles. Un télescope, ça marche pas avec ça? Non, là, on va aller dans la réflexion. On va aller avec un miroir. C'est pour ça, dans le phénomène aussi lumineux, là, de la lumière qui traverse les lentilles, ils appellent ça la réfraction. Puis certaines personnes vont parler de réfracteur quand ils parlent d'une lunette, pour dire que ça fonctionne sur ce principe-là, avec les lentilles. Donc, la lumière qui est concentrée vers notre œil à l'aide d'une lentille. Et là, un télescope, on change de phénomène. Au lieu que la lumière traverse une lentille, la lumière va aller frapper un miroir qui va se situer dans le fond du télescope. Fait que si la lumière est située dans le fond du télescope, on devine bien que notre œil ne sera pas à l'autre bout du télescope. Non. Notre œil va aller de l'autre côté du télescope. Parce que si le miroir est dans le fond, c'est que la lumière va revenir vers l'avant et il va frapper un petit miroir qui va être placé en 45 degrés. Puis, en frappant ce petit miroir-là, la lumière, après ça, va sortir sur le côté, mais en haut du télescope. Là, je décris un modèle. Là, il y a d'autres modèles de télescopes, là, mais le principe de base, c'est une réflexion. C'est un miroir qui va concentrer la lumière au lieu d'être une lentille. Donc, grosso modo, mettons, on va observer le phénomène du même côté où la lumière va rentrer. Tout à fait, mais on va être évidemment sur le côté de... Oui, c'est ça, pas en avant, là, parce que là, il n'y a pas de lumière qui va rentrer. Là. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a un petit... quand on regarde à l'extrémité du télescope, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir on va voir un petit miroir qui va être au centre. Puis ce petit miroir-là, il est incliné, il est à 45 degrés. Puis c'est lui qui est le miroir qu'on dit secondaire, parce que le primaire, c'est celui dans le fond. Donc, c'est le premier miroir que la lumière va rencontrer sur son chemin. C'est celui qui va être tout au fond du télescope. Il va revenir vers le haut, il va arriver sur le miroir secondaire. Et partant de là, vu qu'il est à 45 degrés, là, on va faire sortir les rayons lumineux sur le côté du télescope. Et c'est là qu'on va aller placer ce qu'on appelle l'oculaire. Là, c'est la pièce sur laquelle on va venir poser notre œil là, pour regarder. Ça peut revenir à peu près à combien un télescope amateur? Ben, disons, dans l'entrée de gamme, là, on change de prix, là. On était comme, mettons, une belle petite lunette, là, bien correcte, là. On serait dans 200, mais là, quand on regarde pour un télescope, là, de type Newton, là, comme celui que je suis en train de décrire, là, on peut parler qu'on va aller dans les 400-500, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est un peu plus dispendieux. Mais c'est un peu plus intéressant aussi, là, parce que là, on peut aller chercher vraiment des objets beaucoup plus pâles là, qu'avec une lunette. Là. Fait que c'est vraiment intéressant de faire ce bond. Là. Ça se vend-tu n'importe où, dépanneur du coin ou? Ben, ouais, au dépanneur du coin. Ce qui est préférable, c'est de vraiment regarder vers des boutiques spécialisées. Là. Fait que dans la région de Québec, je les connais pas malheureusement. Il y en a probablement. Oh, il y en a quelques-unes, oui. OK. Parce qu'à Montréal, nous, on a 2 coins dans la grande région de Montréal, là, qui sont des boutiques spécialisées. Là, puis c'est sûr qu'on réfère les gens vers ces boutiques-là parce qu'en plus, les gens qui sont là connaissent les produits, fait qu'ils peuvent bien conseiller. Là. Parce que comme je l'ai dit, dans les grandes surfaces, il faut faire attention. Les télescopes de Club Price et compagnie, là, souvent, c'est qu'ils vont nous vendre du grossissement. Tu sais, ce qu'ils vont nous vendre, c'est on peut grossir tant de fois, mais comme je vous dis, c'est pas ça qui va faire que vous avez un bon télescope, que les optiques à l'intérieur, là, l'appareil lui-même, il est de qualité. Là. Fait que c'est préférable d'aller vers des magasins spécialisés si vraiment on s'intéresse à l'astronomie. Là. Fait que c'est pas que c'est pas bon, là, ce qu'on peut trouver là, mais si vous voulez vraiment, tu sais, puis surtout quand on commence, on a besoin de se faire conseiller. Fait que là, on va avoir la chance d'avoir un service là, au niveau, dans l'expérience client, on se fait accompagner dans notre achat, là, les gens connaissent ça. Là. Fait que c'est préférable d'aller vers des boutiques spécialisées. Et l'autre chose qui est possible, que je peux mentionner au passage, c'est
d'aller chercher, d'aller voir les Kijiji et tous ces sites-là de vente là, en ligne. Là, on peut aller aussi sur le site de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, qui ont un site de petites annonces. Donc, tous ces sites-là peuvent être intéressants. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sautent tout de suite à l'étape du télescope. Fait qu'ils pensent, ils disent, moi, je crois que je vais aimer ça, l'astronomie. Ils s'en vont tout de suite à l'étape du télescope. Fait qu'ils vont s'acheter un télescope, ils investissent 4, 500, 600, 700 $, des fois plus. Fait que, et là, qu'est-ce qui arrive avec le télescope? Il finit par dormir dans le garde-robe. Puis, des fois, il est quasiment jamais sorti. Fait que là, à un moment donné, ils font une vente de garage. Ils disent, bon, je vais m'en débarrasser. Et là, on peut faire vraiment, ça arrive souvent, malheureusement, là, c'est que les gens, c'est vraiment, là, ça vaut la peine de commencer à s'intéresser graduellement à l'astronomie pour voir vraiment si on aime ça avant d'investir et d'aller, évidemment, dans des clubs. Parce que compte tenu que chaque instrument a ses avantages, ses inconvénients, ben c'est le fun de les essayer. Et dans un club, ben les gens apportent leurs propres instruments la plupart du temps, là, dans les clubs, quand on fait une observation. Tout le monde apporte ses instruments et là, on va regarder avec les instruments d'un puis de l'autre, puis on essaye voir comment qu'on trouve ça, puis on parle avec les gens. Ah, comment tu trouves ton télescope? Ouais, j'aime ça, j'aime moins ça, j'ai déjà essayé un test. Et tranquillement, pas vite, on se fait une idée. Parce que selon le type d'astronome amateur qu'on va être, ben on prendra pas le même télescope. Tu sais, comme moi, par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup, moi, c'est le visuel. Je fais pas d'astrophoto. Fait que j'ai pas besoin nécessairement d'avoir un télescope qui va suivre les objets dans le ciel. Quand les gens font de la photo, ils ont besoin d'avoir un télescope motorisé. C'est important pour faire de la photo. Tandis que moi, j'ai pas besoin de ça. Puis un de mes plaisirs au visuel, c'est de trouver les objets. Parce qu'à l'œil, on les voit pas, mais on sait dans quel coin ils sont. Fait que, et là, c'est une petite région du ciel. On vise quelque chose de fin dans le ciel. Fait que là, il faut aligner notre télescope comme il faut, sans voir exactement notre cible. On imagine et où. Fait qu'il faut essayer de la trouver. C'est un peu comme une chasse au trésor, si on veut. Ben, je l'ai dans la botte de foin. Oui, et je le vis un peu comme ça, parce que quand j'arrive dessus, c'est « Ah, yes, je l'ai trouvé! » Fait que et c'est ça fait partie d'un plaisir de le trouver et après de l'observer. Fait que, compte tenu que moi, c'est le type de truc que j'aime à faire, parce qu'en plus, j'apprends mon ciel, tu sais, j'apprends où sont les objets. Et donc, comme j'aime ça faire pratiquer l'astronomie comme ça, ben ça me prend un télescope qui va correspondre à cette façon-là de faire de l'astronomie. Donc, un télescope qui manuellement va pouvoir s'orienter. J'ai pas besoin de moteur. Puis, j'ai pas non plus un gros budget à mettre là-dessus. Fait que c'est le fun. C'est les télescopes les moins dispendieux. Ce vont être les télescopes qui vont s'opérer manuellement. Là. Mais quelqu'un qui veut pas chercher, qui aime ça, tu sais, dire, bon, moi, je veux m'installer, là, j'ai pas beaucoup de temps, là. Quand j'ai le temps d'observer, là, moi, chercher, là, je vais arrêter de faire de l'astronomie s'il faut que je cherche. Fait que je veux que le télescope soit motorisé, là, puis soit guidé, là. Moi, je dis, je veux que tu me pointes Jupiter, puis paf, je vois Jupiter. Ben là, il faut que ça jette un télescope qui va lui permettre, là, d'observer tout ce qu'il veut voir sans avoir à chercher, là. Fait que, donc, il faut essayer différents modèles pour être capable de dire, ben, moi, ça me prend ça, ou j'aime mieux ça, pour se faire une idée, puis pas acheter un télescope qui, dans peu de temps, va finir dans le garde-robe, puis il va mordre la poussière, là. Il va rester là, puis il sera peu utile. Bon, mais merci beaucoup, François. Notre temps se termine, donc oui. on va se reprendre à la prochaine chronique, puis là, on pourra parler peut-être justement des types d'astronomes amateurs, puis qu'est-ce que on peut faire comme différence. Si on a abordé un peu le sujet, on va essayer de le développer la prochaine chronique. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également
sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.